Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Vous êtes ministre chargée de la citoyenneté. Alors vous publiez un roman. On va en parler dans quelques instants, sa façon d'être à moi chez Stock. D'abord évidemment l'actualité. Ces propos de Philippe Poutou aujourd'hui concernant la police qui dit, je le cite, la police tue, elle est surarmée, elle est dangereuse, elle tue 15 jeunes par an. Ça vous choque? Bien sûr, c'est choquant. C'est choquant d'abord parce que c'est faux. C'est choquant ensuite parce que venant d'un responsable politique, ces propos sont probablement prononcés à dessein pour cliver, pour fracturer la société. Moi, je voudrais vous donner un chiffre qui est un chiffre vérifié, celui-là, 400. Il y a 400 interventions des forces de l'ordre chaque jour pour sauver la vie de femmes et d'enfants qui sont confrontés à des violences intrafamiliales. Ce sont des personnes qui parfois meurent en service. Je veux avoir une pensée pour les 3 gendarmes d'Ambert qui sont morts en service alors qu'ils allaient sauver une femme qui les avait appelés au secours. Et je crois que c'est indigne d'un responsable politique de tenir ce type de propos. Oui, les propos de l'adjoint de la France Insoumise de la ville de Cachan qui, pendant un conseil municipal, a dit, je cite, « Le but de la police est de protéger la population, pas de posséder des armes pour la tuer ». Mais jusque-là, on est d'accord. Si c'est un constat, c'est effectivement le but de la police. Mais cette espèce de mythe qui renverse en gros la situation, pourquoi y a-t-il des forces de l'ordre? Les gardiens de la paix, comme on disait, la police, la gendarmerie, est là justement pour assurer la sécurité publique. S'il n'y a pas de police et pas de gendarmerie, ça veut dire que ce sont les clans qui se font leur sécurité. Donc des personnes très riches auront une sécurité privée. Et puis les personnes qui vivent dans des quartiers plus populaires devront se faire justice elles-mêmes. Et dans ces cas-là, ça veut dire que c'est la loi de la jungle. Donc je pense qu'il faut revenir au fondement, la raison profonde pour laquelle, dans notre République, il y a une police de la République, une gendarmerie de la République qui assure la sécurité de tous, que vous soyez riche ou pauvre, connu ou inconnu. Oui, ça veut dire qu'il y a un vrai débat sur la question républicaine. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, fonde aujourd'hui un think tank sur une réflexion à propos justement de la République. Vous dites qu'il y a des dérives de certains partis qu'on a pu qualifier parfois d'islamo-gauchistes. Moi, je crois qu'il y a des dérives dans l'ensemble du débat politique à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on remet en débat des choses qui étaient considérées comme acquises et des grands fondements de notre société. La laïcité, la peine de mort. J'ai vu que certains disaient qu'il fallait peut-être débattre du fait d'avoir aboli la peine de mort et que ça pouvait se rediscuter. Le droit à l'IVG. Voilà, j'observe qu'il y a vraiment un certain nombre de choses qui font partie de la République et du socle de la République qui nous semblaient acquis, qui sont maintenant mis dans le débat et mis en balance. Oui, ça veut dire que demain, l'hommage pour Samuel Paty doit être particulièrement solennel. C'était le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine qui mourait décapité par un Russe d'origine tchétchène qui avait le statut de réfugié. Oui, absolument. C'est un moment absolument dramatique. Je dois d'abord penser bien sûr à sa famille, à ses proches, à tous les professeurs, parce qu'on sait à quel point ça remue des choses cet anniversaire. Et là aussi aux forces de l'ordre. Moi, je me suis rendue sur place. J'ai accompagné le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Nous avons vu ce jeune policier municipal, qui est le policier qui héroïquement a tiré pour arrêter la course folle du terroriste. Donc, je me souviendrai toute ma vie du regard de ce jeune policier municipal qui avait, je crois, 20-25 ans, qui était très jeune en tout cas, et qui, grâce à son acte héroïque, au péril de sa vie, a permis d'arrêter cela. On parle quand même d'un jeune homme de 18 ans, l'assassin, le terroriste, un jeune homme de 18 ans qui s'est radicalisé sur les réseaux sociaux et qui a décapité en pleine rue à 17h un professeur pour avoir donné un cours. Je pense qu'on est dans une échelle de l'horreur dans ce qu'on peut vivre de plus terrible. Oui, et en même temps, les enseignants ne sont pas sentis suffisamment soutenus. Il y a ce cri que lance Elisabeth Badinter aujourd'hui dans l'Express, qui dit qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Mais Elisabeth Badinter a raison. Nous avons, et c'est un nous collectif, moi je suis au ministère de l'Intérieur auprès de Gérald Darmanin depuis 1 an et demi, et c'est vraiment notre priorité, la lutte contre le djihadisme. On a dissous le CCIF, dissous le collectif de Cheikh Yassine, dissous Baraka City, dissous les loups gris, dissous la LDNA. On a pris des mesures pour fermer plus de 600 lieux qui étaient des mosquées, des débits de boissons, des endroits dans lesquels des commerces qui étaient radicalisés, qui prêchaient une idéologie du djihad. Mais Elisabeth Badinter a raison dans le sens où cette menace islamiste, elle existe de longue date. Et peut-être a-t-on collectivement, les pouvoirs publics, trop tardé à prendre la mesure de cette menace dans les dernières générations. Oui, une mosquée à Alonne fermée pour critique sur d'éventuels radicalismes. 89 lieux de culte qui ont été contrôlés, un tiers fermés. Est-ce que c'est suffisant ? C'est jamais suffisant dans la mesure où vous avez encore aujourd'hui des lieux radicalisés et parce qu'ils s'en ouvrent aussi de nouveau. Et donc c'est pour ça qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous avons des contrôles très concrets auprès des préfets,
des CLIR, des cellules locales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, où nous passons en revue un certain nombre de lieux dans le but de les faire fermer. Mais je crois que ça ne suffit pas. Bien sûr, c'est aussi une question de discours, de valeurs. Parce que à qui s'adressent les personnes qui prônent le djihad, les personnes qui sont radicalisées? Elles essayent d'endoctriner la jeunesse. Et donc, elles victimisent une partie de la jeunesse en disant « Regardez, vous êtes stigmatisés, on ne vous aime pas, la France vous rejette. Et donc, venez, jetez-vous dans mes bras et menons le djihad ensemble. » C'est cela, de façon un peu caricaturale, le discours qui est porté. Et donc, nous avons créé, notamment pour les réseaux sociaux, une unité de contre-discours républicain qui porte justement le discours des valeurs de la République, très concrètement, et qui apporte une riposte à ces terroristes-là. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment empêcher la haine en ligne? On voit bien qu'elle déferle. Et là, il va y avoir une campagne électorale. Il y a des risques de dérapage. Oui, bien sûr. Mais alors, moi, j'en suis victime quotidiennement. J'ai réuni avec Cédric Hall, secrétaire d'État au numérique, les représentants des grandes plateformes sur la question de l'engagement citoyen, de l'appel au vote, etc. J'ai dit à cette occasion à Twitter à quel point il était difficile, quand on est une femme politique, de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et je leur ai dit, ce matin, j'ai fait un tweet, je l'ai fait la boule au ventre, parce que je sais très bien que dès lors que je poste un message, j'ai des milliers d'insultes, de menaces, de trolls. J'observe que depuis qu'Éric Zemmour est rentré dans le champ politique, il y a énormément de comptes, de micro-comptes Twitter d'extrême droite avec 0, 1, 5 followers qui postent des insultes en boucle vis-à-vis des comptes de ministres ou de femmes engagées pour l'égalité femmes-hommes, etc. Ça m'interpelle et je demande à Twitter de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que ce ne soit pas aux victimes de cyberharcèlement de faire à chaque fois les signalements. Twitter pourrait décider de bannir, par exemple, des insultes de son réseau social. Oui, vous parlez d'Éric Zemmour, qualifié selon les derniers sondages au second tour pour affronter Emmanuel Macron avec 18% d'intention de vote. Ça vous surprend aujourd'hui ou vous dites ce ne sont que des sondages ? Je dis les deux, c'est-à-dire un sondage, c'est un sondage, ni plus ni moins. Donc je ne fais pas partie des gens qui discréditent les sondages. En revanche, un sondage, c'est une photographie à un instant T. En octobre 2016, le sondage donnait Alain Juppé président de la République à tous les coups, avec 36%, quelle que soit la personne en face de lui au deuxième tour. Il n'a pas passé la barrière des primaires et on connaît la suite. Donc je crois que les sondages du mois d'octobre de l'année précédant l'éducation, n'importe quoi, l'élection, lapsus intéressant précédent l'élection présidentielle, ils ne font pas l'élection. Néanmoins, je les regarde avec intérêt et je ne discrédite pas les sondages qui sont faits de façon très professionnelle. Oui, mais le discours d'Éric Zemmour on voit bien auprès d'une partie de l'opinion, vous faites en ce moment une semaine de l'intégration. Oui. C'est une façon de répondre à ce discours? Non, c'est la semaine qui a lieu chaque année, qui est organisée par le ministère de l'Intérieur. Et moi, dans le cadre de cette semaine, j'ai lancé une plateforme de parrainage citoyen pour aider les réfugiés à s'intégrer. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui nous ont dit au moment de la chute de Kaboul et de la prise de Kaboul par les talibans, qui nous ont dit il y a des Afghans qui vont venir en France, des Afghanes, nous on veut les aider. Comment on peut faire pour que ces personnes qui fuient la mort, qui fuient la guerre, qui fuient les talibans et qui partagent les valeurs de la République puissent être intégrées? Donc cette plateforme, elle est disponible sur réfugiés.info, il y a un onglet « Je veux parrainer » et chaque citoyen qui le souhaite peut donner des heures de cours de français, prêter un appartement et s'engager dans cette belle démarche citoyenne de parrainage. Oui, ça concerne quoi, 3200 réfugiés afghans? Il y a 3200 personnes qui sont venues d'Afghanistan. Vous avez d'autres réfugiés, par exemple les yézidis, les femmes yézidis qui ont été victimes d'un génocide en Irak, notamment perpétré par Daesh. Et certaines d'entre elles sont en France et on a fait un programme pour elles, pour les intégrer. Oui, encore un mot sur la laïcité. Quand on entend certains enseignants qui disent on a la boule au ventre quand on veut parler de laïcité avec les élèves, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible, un an après Samuel Paty, c'est possible d'être laïque sans être menacé en France? Alors, sans être menacée, moi, vous savez que je mène un combat pour la laïcité depuis des années. Vous m'avez d'ailleurs reçu pour mon livre Laïcité. J'ai ouvert cette semaine un bureau de la laïcité. Pour ce combat, je suis menacée. Il y a eu un certain nombre de menaces sérieuses qui ont été faites contre moi, contre le ministre de l'Intérieur, contre d'autres personnes. Nous menons quand même ce combat. Mais nous sommes des ministres, nous sommes des personnalités publiques. Je ne veux pas faire d'injonction aux enseignants. Un enseignant qui a peur, aujourd'hui, je ne vais pas lui dire « n'aie pas peur ». Je veux lui dire que nous travaillons pour créer toutes les conditions pour faire en sorte qu'il puisse exercer son métier magnifique dans les meilleures conditions possibles et sans menace autant que possible. On va parler de votre livre dans quelques instants. Un mot plus politique. Emmanuel Macron sera candidat, bien sûr, à sa réélection. Il est dans une position que certains jugent favorable. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, y compris d'ailleurs dans La République En Marche ou au-delà, d'excès de confiance ?
Si, bien sûr, mais moi, vous savez, je me suis présentée à plusieurs élections, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'en ai gagné, j'en ai aussi perdu. Et donc j'ai l'expérience des victoires électorales, j'ai aussi l'expérience des défaites, et parfois quand on pense que c'est gagné d'avance, c'est là qu'est le vrai risque. Et donc oui, notre faiblesse, ça peut être justement cette position de leader, et le fait de se dire c'est gagné d'avance. Mais moi, je suis assez confiante. On verra d'abord si le président de la République fait acte de candidature. Vous avez un doute encore là-dessus ou pas? Le doute fait partie de la foi, mais moi, je n'ai pas de doute. En tout cas, je n'ai pas de doute sur mon souhait. Après, être candidat à la présidentielle, c'est quelque chose quand même de très particulier. C'est un lien direct entre vous, depuis le suffrage universel direct en tout cas. C'est un lien direct entre une personne et l'ensemble de la population. Et donc là, c'est vraiment une décision extraordinairement intime et personnelle. C'est aussi beaucoup de sacrifices d'être président de la République. Parfois, on parle des privilèges de gouverner, etc. Quand on est président de la République, on est dédié à son pays 24 heures sur 24. On abandonne quelque part sa vie personnelle. Oui, mais dans le contexte, on a dit, qui est très difficile aujourd'hui, qu'est-ce qui serait l'argument qui pourrait dire on a besoin d'Emmanuel Macron encore pour 5 ans? Moi, je suis convaincue qu'on a besoin d'Emmanuel Macron pour 5 ans. Quel est l'argument qui pourrait plaider pour cela? Simplement le fait que le président de la République, en 2017, s'est engagé sur une vision pour le pays, une vision de transformation, une vision de long terme. Donc je pense que c'est une vision qui se mène sur 10 ans, voire plus. Le président a présenté son plan France 2030, où il a pris beaucoup de hauteur, il a partagé des grands objectifs d'avenir. Et je pense que c'était aussi salutaire dans le débat public de sortir des petites phrases et des postures et de partager notre vision de la France dans l'avenir. Oui, prête à vous engager en tous les cas. Vous êtes d'abord romancière aussi. Oui. Et vous l'assumez, parce que j'ai vu, il y a eu des critiques dans la presse, il dit mais bon, pourquoi vous avez le temps d'écrire des livres et tout ça? Ça vous énerve, parce qu'on ne le dit pas, par exemple, au ministre de l'économie. D'abord, c'est très mineur. J'ai eu d'excellentes critiques sur ce roman, sa façon d'être à moi. J'en suis très heureuse et je remercie les critiques et les journalistes. Mais c'est vrai qu'on m'a posé la question qui m'agace un peu de dire ah là, vous avez le temps d'écrire un roman. J'ai un collègue ministre de l'Éducation nationale, un collègue ministre de l'Économie et des Finances, d'autres collègues qui publient plusieurs romans par quinquennat ou plusieurs essais. Jamais on leur pose la question. Oui. J'observe que je suis la seule personne Pourquoi? Parce que vous êtes une femme Qu'est-ce qui me différencie de Bruno Le Maire et de Jean-Michel Blanquer? Ils exercent des éminentes responsabilités, ils ont beaucoup de talent littéraire par ailleurs. J'observe qu'il y a juste à la jeune femme qui publie un roman à laquelle on pose cette question. Ça veut dire que vous devriez faire autre chose à la maison. C'est un peu ça que ça veut dire dessous, non? Vous savez, en fait, de Georges Sand à l'époque à Leila Slimani aujourd'hui, beaucoup de femmes qui écrivent, et avec beaucoup plus de talent que moi bien évidemment, mais beaucoup de femmes qui écrivent, on dit à quel point le simple fait que des femmes prennent la plume et publient des livres était perçu comme une forme de disruption. C'est ce que disait Georges Sand. Leila Slimani dit qu'on autorise les hommes à parler de l'universel, mais que les femmes devraient se cantonner à parler exclusivement des femmes. Je trouve cette réflexion intéressante. Oui, d'ailleurs, on voit tous les livres que vous avez écrits. Il y en a encore d'autres, Marlène Schiappa. Vous avez toutes les libertés comme ça d'exprimer beaucoup de choses. Et dans ce livre, vous dites carrément, je dis oui, j'assume ma part de romantisme parce que c'est une histoire d'amour apparemment impossible au départ, qui parle aussi de politique, qui parle de notre époque, qui parle de l'écologie, qui parle de ces perturbateurs endocriniens. C'est une histoire de la vie, donc c'est une histoire d'une femme qui est mère célibataire, qui vit avec sa mère, qui a été victime de violences conjugales. On comprend que sa mère est très abîmée, et ça fait partie de cette génération, dont je fais partie, j'ai 38 ans, qui sont un peu en sandwich entre leurs parents et leurs enfants. Elle a une fille adolescente, très engagée, féministe, etc. Et cette femme, elle a un ami qui est député, qui porte une loi pour l'écologie, et elle, dans son travail, on va lui demander d'entraver la loi de son meilleur ami. Donc il y a des histoires de famille, des histoires d'amitié, une histoire d'amour puisqu'elle rencontre un homme très différent d'elle. Et je trouvais intéressant, dans la période qu'on traverse, de raconter une histoire d'amour entre deux personnes qui politiquement sont aux antipodes. Comme ils disent dans le livre, le connard de droite du Figaro. Alors ça, c'est les propos d'un personnage. C'est les propos du personnage. Non, mais bien sûr. Non, bien sûr, oui, évidemment. Elle qui est très féministe, progressiste, qui a un ami député, écologiste, etc. Et lui qui est journaliste politique au Figaro, qui déteste Greta Thunberg, qui est contre l'allongement, contre la PMA. Voilà. Et au début, elle se dit, ce type, on le déteste. Et en fait, finalement, elle commence à le rencontrer, à comprendre qu'on n'est pas que nos positions politiques, qu'on n'est pas que la caricature de nous-mêmes, et qu'on peut être dans des partis politiques différents ou avoir des opinions politiques différentes, et néanmoins s'écouter, se comprendre, et peut-être même s'aimer. Et je trouve que c'est ce qui nous manque en ce moment, voyez-vous, dans le débat, où chacun se radicalise, se polarise, se met dans son coin, dans son parti, dans sa chapelle, et parfois on a peut-être besoin un peu de se mélanger davantage. Oui, là, c'est presque un message politique, alors, votre livre. C'est un message politique aussi. C'est un message politique? Il y a un message politique, voilà, sur la transparence dans les produits d'hygiène et de beauté, puisque la loi portée par le député, qui est le fil de l'intrigue, c'est une loi contre les perturbateurs
perturbateurs endocriniens, contre ces composants des shampoings, des gels douches, etc., qui sont néfastes. Oui, oui. Et au-delà de tout ça, il y a la culture woke. Il y a aussi quelque chose comme ça du monde dans lequel on est, qui est un peu fou quand même, qui remet tout en question. Bien sûr. Il y a 3 générations de femmes qui vivent sous le même toit, et donc c'est parfois difficile. La grand-mère, et donc la mère de l'héroïne, qui est à moitié folle, en fait, qui a des médicaments à prendre, qui joue du piano toute la journée frénétiquement, qui a vécu des violences conjugales, et c'était cette génération où il n'était pas envisageable, ou difficilement en tout cas envisageable, de mettre fin, de porter plainte, etc. Il y a l'héroïne qui est mère célibataire, qui essaye de vivre sa vie, de travailler, d'élever sa fille, de voir ses amis, etc. Et vous avez la fille qui est adolescente et qui est woke, qui est féministe, écolo, qui trouve que tout est raciste, de l'appropriation culturelle, qui challenge un peu sa mère, si je peux le dire comme ça, qui remet tout en défi. Voilà. Ouais. Et ça me semblait intéressant d'avoir ce dialogue de 3 femmes, toutes les 3 féministes à leur manière ou engagées comme elles peuvent dans leur vie, mais sous des lignes un peu différentes en fonction des générations. Oui, et ça montre un peu finalement un visage de la France, cette diversité qui fait qu'au fond, vous dites, on peut s'entendre. Oui, c'est exactement, c'est le message. Ouais. On peut se parler, on peut s'écouter, on peut s'entendre, parfois on peut même s'aimer. Ah oui, comme une chanson de Julien Clerc, par exemple, d'ailleurs, dont le titre est inspiré, à l'entendre, sa façon d'être à moi. Ouais. Parce qu'on ne dira pas, mais à la fin, la chanson, la vraie chanson arrive dans l'histoire. Hein. Ouais. Écoutez la voix de Julien Clerc. Magnifique. Des plaies autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais vous aimez les chansons de Julien Clerc? Moi, j'aime les chansons et je trouve que dans les histoires de rencontres, voilà, on parlait du côté romantique de l'histoire. Je trouve que c'est la version moderne de la sérénade sous la fenêtre. Voilà, ils se rencontrent et l'homme lui dit, voilà, je pense à vous, j'ai téléchargé une chanson qui me fait penser à vous, regardez, je l'écoute tout le temps sur mon téléphone. Voilà, c'est une version un peu modernisée avec un bel hommage à Julien Clerc, oui, tout au long du livre. Merci Marlène Schiappa. Merci à vous. Ministre chargée de la citoyenneté, sa façon d'être à moi est publié chez Stock, votre roman. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence.